Amis du lundi, hardi, bonsoir et bienvenue pour une nouvelle édition de Restons Courtois, votre émission de débat sur les ondes de Radio Courtoisie en partenariat avec Valeurs Actuelles, avec L'Incorrect et avec Boulevard Voltaire. Ce soir, en grand invité, nous avons la joie d'accueillir Yvan Rioufol à l'occasion de la sortie de son livre La Révolution des oubliés, paru chez Fayard. Et avec lui, au moment où notre pays et notre peuple semblent menacés de disparaître purement et simplement, eh bien nous évoquerons les petits signes d'espoir qui permettent d'espérer un redressement de dernière minute et peut-être que les brillants résultats du RN ou des partis patriotes dans de nombreuses communes aux élections municipales seront l'un de ces signes, il nous le dira dans un instant. Rendez-vous de la réinformation ensuite avec bien sûr là encore un retour sur les résultats de ce premier tour des élections municipales. Quelles sont les grandes tendances, les belles victoires, les motifs d'espoir ou d'inquiétude? Et puis, bien sûr, quelles sont les dynamiques à mettre en place pour le second tour? Nous reviendrons aussi sur les derniers rebondissements de l'affaire Quentin Derenque, ce jeune homme assassiné par une meute de militants LFistes ou assimilés à Lyon, en marge d'une réunion de Rima Hassan. Le média d'extrême gauche Mediapart a exhumé un ensemble de tweets provenant de 2 comptes anonymes qu'il attribue à Quentin, où ce dernier aurait tenu des propos racistes, nazis, homophobes, etc. Alors la question c'est que ce soit vrai ou faux, il faudra ici s'interroger sur le sens de cette démarche qui vise à salir la mémoire du jeune homme assassiné par des nervis d'extrême gauche. Alors quel était le but? Est-ce que d'éventuels propos réellement choquants ou stupides au demeurant rendent moins grave le fait de l'avoir tué à coups de pied? Est-ce que ces assassins sont d'un seul coup moins coupables? Eh bien, nous en discuterons. Nous reviendrons également sur l'étrange affaire de logement social attribué à la mère puis au père de Carlos Bilongo entre 2013 et 2023. On se souvient que le député LFI avait été inquiété pour avoir occupé le logement social de sa mère, décédée alors qu'il avait déjà acheté 2 appartements, non pas sociaux là pour le coup, mais 2 biens immobiliers pour lui, entre 2018 et 2020. Et puis pour avoir sous-loué ce logement social à sa sœur entre 2020 et 2022. Mais apparemment, d'après ce qu'il dit, il avait fait ça en accord avec CDC Habitat, donc la Caisse des dépôts, qui était le bailleur social de ce logement. Là, j'ai reçu une documentation tout à fait intrigante sur le logement social de son père, qui, après avoir toujours payé ses loyers rubis sur l'ongle, a brutalement cessé de le faire en septembre 2021. Jusqu'à finalement être expulsé donc, de son appartement en septembre 2023. L'ennui, c'est que Emmanuel Bilongo est mort en février 2016. Donc la question, c'est qui a payé les loyers jusqu'en septembre 2021? Qui a arrêté de les payer entre 2021 et l'expulsion en 2023? Mystère et boule de gomme. Donc se pose un tas de questions bien embêtantes auxquelles ni M. Bilongo, ni fils, puisque M. Bilongo père est mort, ni CDC Habitat, j'essaye d'être logique, Richard de Sez, c'est un embrouillamini, et j'essaye de garder la tête claire. Donc ni la Caisse des dépôts, ni la sous-préfecture de police de Sarcelles, ni le commissariat de police de Cergy n'ont voulu répondre. Mais voilà, cela ne nous empêchera pas de poser quand même nos questions et peut-être un jour d'obtenir des réponses. Et pour parler de tout cela, eh bien voilà, j'ai la joie d'accueillir au complet les grands électeurs de la réinformation avec Richard de Sez, directeur de la rédaction de Radio Courtoisie, Jean-Yves Le Gallou, président de Polémia, Arthur de Vatrigan, directeur de L'Incorrect, et Xavier Van Lierde, journaliste. Il nous manque Alexis Poulain, mais voilà, il sera là il est en vacances. Voilà, chers auditeurs, je vous rappelle que vous pouvez nous envoyer des messages si vous avez des questions ou des commentaires à faire à Yvan Rioufol. Il est avec nous jusqu'à 18h30. Vous pouvez écrire donc à courtoisie@rc.fr, courtoisie@rc.fr, ou écrire au téléphoner au 01 46 51 00 85, 01 46 51 00 85, et aux commandes, nous remercions Claudia de nous accompagner, voire de nous supporter pendant les 2 heures à venir. Alors, nous commençons, si vous voulez bien, tout de suite avec Yvan Rioufol. Bonsoir Yvan Rioufol. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Les auditeurs vous connaissent bien, puisque vous êtes un des chroniqueurs de la matinale Ligne Droite. Et donc, vous venez de publier La Révolution des oubliés aux éditions Fayard,
C'est une excellente petite collection, d'ailleurs, que je pensais libre, où vous nous expliquez que le vieux monde politique, en gros, ne tient plus qu'à un fil. Vous nous dites, oui, la France peut se redresser. Là, rien n'est foutu, dites-vous. Il existe des sources revigorantes à la suicidaire dépression de la nation. Elles sont au cœur du peuple silencieux, méprisé par ses dirigeants frivoles. Et vous ajoutez que le véritable homme providentiel, c'est le peuple français. Alors, il y a de l'espoir, et avec lui, donc, nous allons faire un état des lieux et mesurer les motifs d'inquiétude et d'espoir pour notre pays, avec, selon chacun son tempérament, un peu plus d'inquiétude ou un peu plus d'espoir. Mais voilà, on va essayer d'être factuel. Alors peut-être, avant de voir ces messages d'espoir, un petit retour en arrière. Donc vous avez commencé comme jeune journaliste à Nantes, c'est ça, vous étiez fait diversier. J'ai commencé en 67, j'ai fait des études de droit, et puis ensuite je me suis écarté de la trajectoire que je m'étais donnée. Je n'avais pas beaucoup de vocation à être avocat, je me destinais à ça, pour recommencer. Et effectivement, dans Presse Océan, qui était le journal local, qui est toujours le journal local de Nantes, j'ai immédiatement été affecté ce qu'on appelait les chiens écrasés, mais qui étaient vraiment à l'époque des chiens écrasés. C'est-à-dire qu'en fait divers à Nantes, dans les années 70, 80, il ne se passait strictement rien, sinon des chutes de vélo, des beuveries d'alcooliques ou des bagarres de paliers. Mais il n'y avait vos pas... remplaçants ont du boulot maintenant, je peux... Mais il n'y avait pas, effectivement, cette dérive à la Chicago que l'on voit aujourd'hui. Donc, j'ai encore un peu d'attache à Nantes, et quand j'y retourne, je ne reconnais plus ma ville. Mais c'est un déchirement, je ne sais pas si on en reparlera. Ah ben allez-y, c'est une ville qui a été totalement bouleversée sociologiquement. En 10-15 ans, non, c'est ça? En 30 ans. 30 ans. En 30 ans, depuis les années 90, depuis la première élection de Jean-Marc Ayrault, jusqu'à son successeur, qui est également dans l'affiliation du Parti socialiste, mais qui a conceptualisé une ville ouverte, ville ouverte aux réfugiés, une ville ouverte à la diversité, et une ville qui est devenue méconnaissable d'abord par sa sociologie, c'est-à-dire qu'elle est pour partie devenue très africaine et maghrébine, pour dire les choses comme elles sont. Avec beaucoup de Roms également. C'est une ville qui s'est flattée d'accueillir le plus de Roms en Europe. Et le dernier reportage que j'avais fait pour Presse Océan en 84 était pour alerter à l'époque, le maire de l'époque était Michel Chauty, un maire de droite, sur l'implantation d'une minuscule mosquée qui avait été cédée par l'évêché de l'époque devant le stade Marcel Saupin dans le quartier Malakoff. Déjà à l'époque, j'avais pu faire une filiation entre cette mosquée et l'Iran à travers des contacts postaux notamment. Ça remonte à quelle époque, ça? Ça, c'était en 84. C'est mon dernier article, c'était la petite mosquée, mais qui était vraiment une mosquée de rien. Or, aujourd'hui, il y a une mosquée de Malakoff, mais qui est vraiment une mosquée cathédrale. Et il y en a 4 autres ou 5 autres, je ne sais plus exactement, dans Nantes, plus des petites mosquées qui sont éparpillées. Donc Nantes, en partie, c'est islamisé, pardon, dans l'indifférence, et même sous les encouragements de la gauche locale, et dans l'indifférence, visiblement, d'une partie de la population, parce que cette population... Et donc ce sont des chiites, c'est ça? À l'époque, elle était chiite. Alors, maintenant, ils ont dû se diversifier. Depuis, j'ai perdu de vue. Je ne me suis plus intéressé à cela. D'ailleurs, je remarque que la presse locale ne s'était pas non plus beaucoup intéressée à la suite à donner à cette enquête, parce qu'ensuite, je suis monté à Paris, comme on dit. Et donc, j'ai abandonné cette investigation-là. D'accord. Et alors oui, donc c'est aussi un lieu d'accueil des Roms. Moi, j'avais fait un reportage pour Valeurs Actuelles, je m'en souviens très bien, qui avait valu un procès au journal. Alors, on avait perdu sur la couverture, mais gagné sur le procès, mais c'est devenu un enfer avec la délinquance. Plus les zadistes, plus qu'on a vu. Exactement, plus Notre-Dame-des-Landes. Plus Notre-Dame-des-Landes, qui est juste plus à côté. Une tradition révolutionnaire qui, à Nantes, est établie quand même d'une manière assez historique. Mai 68 avait débuté à Nantes à Sud Aviation, mais à l'époque, c'était une gauche qui était une gauche ancrée sur la classe ouvrière. Il y avait une classe ouvrière. Tandis que maintenant, c'est une gauche qui est entrée diversitaire vers le nouveau peuple, qui est le peuple remplaciste, et qui est indifférent au peuple remplacé. Et alors, vous, quand en 84, vous publiez cette enquête, c'est parce que vous commencez à percevoir des signes avant-coureurs, ou c'est juste un sujet parmi d'autres qui vous tombent sous la main? Non, parce que déjà, à l'époque, il y a des signes avant-coureurs, il y a déjà des lanceurs d'alerte. Enfin, je discerne des lanceurs d'alerte. Je n'ai plus en mémoire quels étaient ceux qui avaient alerté là-dessus. Mais enfin, et en plus, il n'était pas anodin de voir s'installer au cœur de la cité des Ducs de Bretagne une mosquée dans l'indifférence de tout le monde. Et donc, ça avait piqué ma curiosité. Et en effet, ce que j'avais pu dénoncer comme étant une sorte
d'aveuglement municipal, parce que le maire de l'époque, Michel Chauty, avait découvert quelle était effectivement l'existence de cette petite mosquée. On a vu que depuis, naturellement, cette ouverture à cet islam religieux, enfin cet islam politique, a amené à ce que l'on voit aujourd'hui d'une faille béante. D'une cité aujourd'hui morcelée, balkanisée et surtout empreinte à une insécurité galopante. Oui, c'est un peu un laboratoire de la France, non? Parce qu'en fait, c'était quand même une ville bourgeoise, assez riche, tranquille, avec un gros patrimoine culturel. Et puis maintenant, c'est un désastre sans nom. Encore une fois, c'est une ville que je ne reconnais plus. Ouais. Mais enfin, je n'y habite plus. Mais enfin, il y a beaucoup de témoignages de Nantais qui y habitent et qui maintenant ne veulent plus y rester. C'est une ville qui est devenue insécure. Je donne les chiffres que je n'ai plus en tête, mais avec encore une fois une sorte de... C'est un des plus gros palmarès de l'insécurité en France, généralement, Oui, année après vous année. avez des règlements de compte entre bandes qui se succèdent jusque dans les quartiers pile-mille, ou dans les quartiers les plus tranquilles de l'époque. Aujourd'hui, vous avez des fusillades, des règlements de compte entre bars à chicha, etc. Vous avez des gangs, des narcotrafics. Enfin bref, vous avez le lot commun de ce qui se passe dans toutes les autres grandes agglomérations qui se sont ouvertes indifféremment à une immigration de peuplement qui, à l'intérieur d'elle-même, a apporté le narcotrafic, a apporté l'islamisme et a apporté toutes ces causes d'une déstabilisation, d'une harmonie sociale et culturelle. Et culturelle, oui. Alors après, donc, vous êtes parti à Paris donc, en 84. 84, oui, 84. Oui. Et là, vous avez retrouvé... et là, où avez-vous vécu, tiens, d'ailleurs, à Paris? Dans quel arrondissement est-ce que vous étiez? J'étais dans le 2e arrondissement, mais dans une toute petite chambre que j'avais pu trouver. Et de 84 à 85, j'ai cherché un pied-à-terre que je n'avais pas. Et donc, je l'ai trouvé d'abord à Madame Figaro et ensuite au Figaro. Voilà. D'accord. Vous êtes passé donc de faits diversiers de presse quotidienne régionale à grand éditorialiste. Au Figaro, il cherchait un spécialiste de la vie des médias parce qu'il lançait la vie des médias. Et donc, j'ai dit que j'étais spécialiste de la vie des médias alors que je n'y connaissais rien. Et ça, c'est du journalisme. Et on m'a pris comme ça. Bon, ça vous a porté chance, parce qu'après, vous avez remplacé Max Clos au bloc-notes. Voilà, c'est ça. Auparavant, quand j'étais correspondant à Nantes, j'étais correspondant du Quotidien de Paris. Et à l'époque, j'avais pris des contacts avec Bernard Moreau, qui était le directeur de la rédaction du Quotidien de Paris, qui, me voyant arriver à Paris, m'a pris ensuite comme adjoint au Figaro quand il est arrivé au Figaro. Enfin voilà, c'est des petites filiations amicales qui ont fait que j'ai pu m'installer au Figaro et puis faire mon trou, en effet, en 2002. Et là, à la mort de Max Clos, on m'a proposé de reprendre le bloc-notes. Mais avant ça, vous faisiez donc vous continuiez à faire du terrain? Non, j'étais rédacteur en chef du service société au Figaro. Pour les médias, et c'est tout? Non. Alors, j'étais aux médias d'abord, puis ensuite appelé par Bernard Moreau comme adjoint au service société. Et au service société, j'en fus le rédacteur en chef. Et j'envoyais sur le terrain mon équipe de journalistes. Nous étions une trentaine dans le service société. Et là, est-ce que vous continuiez à percevoir justement tous ces petits signes avant-coureurs? Bien sûr. Et pire qu'à Nantes? Enfin oui, à Nantes, à l'époque, c'était tranquille de toute façon. Donc à l'époque, c'était dans les années 90. C'était le moment où les professeurs n'osaient pas encore s'avouer qu'ils étaient malmenés, violentés par leurs propres élèves. Et nous avions notamment demandé à un professeur d'ouvrir pour nous son carnet quotidien pour qu'il relate quels étaient effectivement le sort de ces professeurs. Et depuis, c'est devenu une banalité de dire que... Oui, tous les ans sortent des bouquins, sortent des livres sur les profs. Que les professeurs se font malmener par leurs élèves et qu'ils n'arrivaient pas, dès cette époque-là, à imposer seulement un récit historique sur des événements qui ne plaisaient pas à des élèves musulmans. C'est concomitant avec la sortie du livre Les territoires perdus de la République? Non, c'était en 90, Les territoires perdus, c'est 2002. Ah oui, 10 ans quand même. Oui. Donc à l'époque, et déjà à l'époque, on s'intéressait beaucoup aux banlieues parce qu'on voyait que dans ces banlieues-là, il y avait effectivement un processus de séparation qui arrivait déjà avec une génération très virulente. Et on avait des très bons journalistes de terrain qui nous rapportaient effectivement ce qui est apparu ensuite comme étant effectivement un vrai séparatisme culturel et identitaire. Et vous pouviez l'écrire ça dans le Figaro? Oui, bien sûr. Oui, sans problème. Oui, non, j'ai jamais eu aucune difficulté à écrire quoi que ce soit dans le Figaro et encore plus quand
quand j'ai eu à tenir le bloc-notes dans lequel je Oui, là, c'était parlais plus très détendu, librement. oui. Mais ces 30 Richard journalistes qui allaient sur le terrain et qui vérifiaient que la France était en train de glisser peu à peu sur une pente dangereuse, on a l'impression que ce ne sont plus du tout les mêmes qui sont au Figaro, parce que dans les années 2000-2010, au service société, on avait l'air de considérer que la diversité était quelque chose de bien. Écoutez, je ne sais pas. Ne me faites pas Non, dire non. du mal Non, du Figaro. Ah ouais, on sont des non, mais- amis en plus. En tout cas, je peux vous dire de ce que j'ai connu, moi, il y avait effectivement cette volonté d'aller voir sur le terrain. C'est une école que j'ai eue moi-même par mon apprentissage après Océan. Je n'ai pas fait d'école de journalisme. Et donc, je me suis toujours attaché à aller directement voir les gens, rentrer dans les cuisines, rentrer dans les salles à manger, voir comment les gens vivaient, souffraient, riaient, etc. Et je me suis appliqué, une fois que j'ai été rédacteur en chef du service société, des infogénés, comme on dit, à demander aux journalistes avec qui je travaillais d'aller également sur le terrain pour vérifier ce qui commençait à advenir, effectivement, du voile à Créteil. C'était en 95, le voile à Créteil. L'histoire du voile, des fillettes qui portaient le voile à Créteil, c'était 95. 95 95 ou 98, je ne sais plus. 95, non 90. 90. Non, 95. Non, 80, attendez. Bon, c'est les années 92. 92. 91, c'était les années 91, 90, et donc Ouais. déjà on avait des signaux d'alerte, notamment sur l'apparition du voile, notamment sur l'indifférence des hommes politiques. Là, c'était Jospin à l'époque qui disait l'islamisme, moi je m'en fous, etc. Et donc il y avait matière déjà à alerter. On n'a pas alerté suffisamment, mais enfin, il me semble que... Il y a eu j'avais une fait. grande alerte au moment du voile de Créteil, puisque dans les mois qui ont suivi, il y a eu une élection partielle à Dreux, et qu'à l'époque, Marie-France Tirbois a été élue au scrutin majoritaire, ce qui était extrêmement bouleversant dans le contexte de l'époque, précisément à cause de l'affaire du voile des filles de Créteil. Octobre 89. Octobre 89, oui. oui. Bon, Avec mon intelligence déportée. ouais, très bien, Voilà, très bien, 89. Et vous aviez le service justice dans votre Oui. autorité, Oui. et vous n'aviez pas de problème avec le responsable du service justice qui était au SNJ. Le responsable du service justice, c'était Pierre Bois, qui était le grand Oui, porte-parole. il y a Pierre Bois, mais il y a Non, un non, il autre n'avait pas- personnage. Non, il Non. n'en avait pas. Non. Non, Non, à qui faites-vous le nom ne me revient plus. Non, le service mais, justice, c'est c'est- peut-être postérieur alors. Non, le parce service que- justice, c'était Pierre Bois qui était le Oui, grand Pierre grand chroniqueur judiciaire. On faisait assez peu de chroniques judiciaires, sauf pour les grands procès, et c'était Pierre Bois qui s'en occupait, qui faisait ça d'une manière tout à fait remarquable, d'une manière très littéraire. Arthur de Vatrigan de l'Incorrect a une question pour Yvan Rioufol, ou une remarque d'ailleurs, je ne sais pas. Oui, bonjour Yvan. Alors c'est le voile de Je n'entends Creil, pas. c'est pas Créteil. Il faut mettre le Et casque. c'est, Pardon. Excusez-moi, Arthur, je mets mon casque. J'attends que vous mettiez votre casque. Voilà, je Ça l'ai. y est. Donc c'est le voile de Creil, pas de Créteil, et c'était bien 89. Alors j'ai juste une petite déclaration au préambule. J'ai pas traité de votre livre, cher Yvan, parce que je l'ai toujours pas reçu, malgré mes relances sa auprès de boutique, Fayard. Non, Voilà. non, c'est Donc, pas vous ne vrai. sentez pas vexé. Et j'ai demandé à Fayard qui m'ont dit oui, je n'ai rien reçu. Bon, donc j'attends avec impatience. Sinon, j'avais une question, c'est en effet sur cette période des années 90, vous disiez que vous aviez une totale liberté au Figaro, mais est-ce que le Figaro recevait déjà à l'époque des attaques politiques, médiatiques ou juridiques sur ces sujets-là? Est-ce que vous sentiez déjà que c'était un sujet dangereux parce qu'on attaquait le vivre ensemble, expression qui n'était pas encore usée à l'époque? Non, je n'ai pas vécu ça comme ça. Le Figaro des années 90, c'était un Figaro qui était dirigé par Max Clos et qui avait une très mauvaise réputation auprès de la presse quotidienne. C'était en l'occurrence le Libération, le Matin de Paris, et toute cette presse progressiste qui voyait le Figaro comme étant un journal d'extrême droite. Et donc déjà à l'époque, il était compliqué de se présenter du Figaro pour aller ne serait-ce que dans des conférences de presse. Donc oui, c'était compliqué. On était déjà marginalisé. J'étais déjà marginalisé par la profession qui voyait effectivement le Figaro comme étant un journal de droite. Et effectivement, le Figaro de Max Clos de l'époque était C'est un jugé journal réactionnaire. Ouais. était un journal beaucoup plus marqué qu'il ne le fut ensuite, parce que ça a été repris Après, par, oui, il y a eu par une- François-Olivier Ouais. Et Gisbert. maintenant, il y a une remontée Et tout à fait solide. voilà. Oui. Et donc, non, il n'y avait pas de pression sur la manière dont on avait, dont on avait
à traiter les faits divers et ces nouveaux faits de société, dans le fond, qui commençaient à apparaître. Mais en revanche, effectivement, la ligne éditoriale du Figaro, marquée à droite, posait des problèmes, en tout cas au progressisme de la copie conforme. Alors, pour faire la parenthèse entre les éditions Fayard qui envoient les bouquins en retard, le Figaro, et là, on a un auditeur, et ensuite on refermera ça, qui nous dit qu'il regrettait de ne plus vous voir sur CNews et qui voulait savoir pourquoi. Et là, vous êtes revenu à CNews, vous y avez passé l'après-midi. J'ai jamais quitté CNews, j'ai eu quelques différends dans une émission et que j'ai quitté de mon propre chef il y a maintenant 4 ans, mais j'ai continué malgré tout à faire des petites apparitions et j'en sors. Là, j'étais tout à l'heure sur CNews. J'y serai demain dans l'émission de Gauthier Lebret qui s'appelle 100% Frontières. Et donc voilà, je n'ai pas quitté CNews, mais en effet, j'avais aussi une émission que l'on m'avait confiée le dimanche qui s'appelait Face à Rioufol, que j'ai tenue pendant 2 ans et que j'ai arrêté de mon propre chef également parce que je n'arrivais pas à avoir là non plus ce que je demandais. Et donc voilà, ce sont des choses qui arrivent dans la vie d'un journaliste. Oui, surtout quand on doit diriger soi-même une émission. C'est-à-dire il y a quand même des contraintes importantes. Alors, dans les détails, justement, c'est votre livre, donc La Révolution des oubliés. Moi, j'ai particulièrement aimé parce qu'il m'a fait penser à de la peinture. C'est-à-dire, on a l'impression que vous écrivez de manière impressionniste et même un peu pointilliste. C'est-à-dire, c'est une succession de petits faits vrais. C'est peut-être justement le côté fait diversier de votre jeunesse. Et qui, à la fin, l'ensemble des petits points, comme ça, finit par composer le tableau général. Voilà, est-ce que c'est justement une façon volontaire d'écrire ainsi ? C'est exactement ça, et j'emploie d'ailleurs cette expression des petits faits vrais que j'avais trouvée chez Madame de Sévigné, c'est elle qui emploie cette expression la première. Et ça a été ma démarche quand je faisais mon bloc-notes, par exemple, je m'attelais à multiplier les faits les faits réels, dans le fond, les faits vérifiés, afin d'essayer d'assembler une sorte de puzzle qui donnait un sens à ce que je croyais voir, à ce que je voyais. Et ce livre, dans le fond, est un petit peu dans la continuité de cette démarche, c'est-à-dire que je m'applique à travers des faits vérifiés, des faits réels, à essayer de démontrer ce que je vois d'un récit d'une société qui ne correspond pas au récit officiel. C'est ce qui fait de vous le contraire d'un homme de gauche, finalement. C'est-à-dire que vous partez du réel pour tirer des conclusions, là où l'homme de gauche mais en même temps, une vision, et tant pis pour les réalités. Et en même temps, ça aurait dû être fait par un homme de gauche, parce que je m'intéresse d'abord à la vie des gens, et surtout à la vie des gens ordinaires, à la vie des gens les plus vulnérables. Donc c'est aussi ça qui m'intéresse dans ma démarche, c'est que ce n'est pas tellement la pensée officielle, ce n'est même pas du tout la pensée officielle, la pensée des puissants, la pensée des dirigeants qui m'intéresse, c'est plutôt la pensée des parias, la pensée la pensée du peuple, voilà, tout simplement. Et ce que j'ai la prétention d'avoir fait, c'est une sorte de petits livres en hommage au populisme. Voilà, je me reconnais effectivement dans ce populisme-là qui a été rejeté par la gauche prolophobe, et pour prétexte de rejoindre cette nouvelle France dite populaire, qui est celle des banlieues, mais dans laquelle le peuple français ne se reconnaît pas. C'est justement la gauche culturelle et la droite marchande qui a créé la vulnérabilité du peuple. Oui, absolument. Les deux confondus, en effet, se sont emballés sur cette mondialisation heureuse qui avait prétendu, il y a maintenant, depuis les années 74, je date ça de 74, qui avait prétendu effectivement que le monde devait s'ouvrir aux autres, que le citoyen n'était qu'un consommateur indifférencié et remplaçable, et que dans le fond, les nations, les peuples, les frontières, tout ça devait être balayé. Et on s'est rendu compte, mais on le savait dès le départ, parce qu'il y avait des alertes dès le départ, que cette vision utopiste était une vision extraordinairement violente de la part de tout ce peuple enraciné qui voyait effectivement sa disparition programmée comme étant une violence et se voyant lui comme la principale des principales victimes ignorées dans un monde où la victime est sacralisée. Donc c'est pour ça que je me suis appliqué à tenter d'être le porte-parole de cette société oubliée, de cette France populaire, de cette France populiste. Donc ce que vous défendez, oui, je pense aussi. Oui, donc j'invite les gens d'ailleurs à lire. Non, c'est vrai.
Donc la révolution des oubliés chez Fayard par Yvan Rioufol. Ces Français, vous les trouvez donc dans nos campagnes. Vous avez été aussi tout à fait en pointe pour les Gilets jaunes, par exemple, que vous voyez justement comme parmi ces vraies victimes et vrais oubliés également. Pendant l'affaire du Covid, vous étiez également assez pugnace pour défendre les droits des Français. Est-ce qu'il y a un côté justicier aussi chez vous ? Ou c'est l'éditorialiste qui reprend le dessus ? Comment ça... Non, justicier, je ne me vois pas du tout comme ça. Non, je ne me cherche pas du tout une posture. Non, pas une posture, mais c'est un élan, un sentiment. C'est une démarche, encore une fois, c'est une démarche que je me suis appliquée dès le départ, de tenter d'être le porte-parole de ceux qui n'avaient pas la parole. Alors peut-être, est-ce qu'effectivement, que dans cette vocation que j'ai eue initialement de devenir avocat, peut-être est-ce que je me remets dans cette vocation d'avocat en essayant d'être le porte-parole de cette France silencieuse. Si c'est ça, tant mieux. Je n'ose pas aller jusque-là pour essayer d'expliquer ma démarche. Mais en tout cas, non, je ne cherche aucun rôle là-dedans. Simplement, j'ai constaté que la presse mainstream se contentait très généralement de faire du copier-coller, faire du suivisme, et en essayant d'édulcorer ce que le discours dérangeant qui pouvait être porté par une société qui ne se reconnaissait pas dans le discours publié. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le discours du public. Jean-Yves Le Gallou. Alors, c'est peut-être une question un peu délicate, mais est-ce qu'on ne peut pas penser que d'un certain point de vue, il y a toujours une certaine dichotomie dans le Figaro entre un côté très mainstream, de journalistes recrutés finalement parmi le fond des écoles de journalisme, et des aspects plus dissidents sur les tribunes libres, sur votre bloc-notes quand vous l'aviez, ou sur ce que peut faire De Vecchio aujourd'hui avec le Figaro Vox. Est-ce qu'on peut dire ça ou pas ? Moi, je ne peux pas vous parler du Figaro de maintenant parce que je l'ai quitté et je n'ai plus d'accroche du tout avec cette nouvelle génération. Mais en tout cas, le Figaro que j'ai connu, c'était un Figaro d'abord qui ne sortait pas des écoles de journalisme, ou assez peu. Enfin, en tout cas, dans le service infogéné que j'avais à diriger, je n'ai pas souvenir qu'il y ait beaucoup de journalistes qui sortaient de ces écoles-là. C'était plutôt du journalisme de terrain. C'était un journalisme littéraire, plutôt d'ailleurs. Et alors qu'il y avait peut-être ses défauts dans la manière de vouloir faire des phrases, mais encore une fois, c'était un journaliste qui n'était pas du tout dans le moule. Il y avait beaucoup de personnalités extravagantes, beaucoup de grandes originalités d'ailleurs dans les signatures. Alors peut-être y en a-t-il un peu moins maintenant, mais encore une fois, je suis très réticent à faire la critique du Figaro de maintenant parce que je ne cherche pas du tout à régler des comptes et je trouve que le Figaro reste encore un bon journal. Mais je crois que la dérive de la presse est un petit peu généralisée, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de conformisme peut-être qui s'est établi un peu dans tous les journaux et sans doute aussi au cœur du Figaro. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai aimé du Figaro, c'était son non-conformisme. Il y avait beaucoup de non-conformistes et on nous encourageait presque, effectivement, à ne pas traverser dans les clous. Ouais. Alors, j'ai retrouvé le nom du journaliste qui était spécialiste de la presse judiciaire, mais après votre période aux Infogénés, c'est Durand Soufflant. Qui est encore. Qui est peut-être encore, et qui a quand même procédé à certaines opérations de désinformation, notamment dans l'affaire du meurtre de Jean-Claude Urvoas lors des émeutes de 2005, où il avait décrit les 4 meurtriers comme tous Européens, qui venaient soit des dom-toms, soit du Maghreb, soit d'Afrique, ce qui est une conception un peu extensive de l'Europe. Écoutez, je ne me porterai pas de jugement sur lui, parce que d'autant que ça a été mon adjoint quand j'étais rédacteur en chef, il était mon adjoint aux informations générales, et c'était un bon adjoint. Et donc, je m'en suis tenu là, et on avait des relations amicales qui se sont un peu étiolées depuis, d'ailleurs, peut-être pour des questions effectivement de vision de la société, mais en tout cas, je me garderai de porter un jugement. Ne me mettez pas sur ce sujet-là. Je n'y rentrerai pas. Je dois dire, c'est un personnage éminent qui a été titulaire de Bob Ardor, donc c'est quelqu'un de tout à fait respectable. C'est un excellent critique gastronomique, ça, faut le dire. Oui, en plus, il a une autre passion, effectivement, il est très, très habile, très adroit. Et dans d'autres procès judiciaires, il a su parfaitement dénoncer l'institution judiciaire. Voilà, mais voilà, on ne va pas non plus consacrer la soirée à Durand Soufflant.
dans cette révolte des oubliés, vous témoignez, et c'est ce que disait Pierre-Alexandre Bouclé au début de notre conversation, d'un certain optimisme, alors que quand on regarde la manière dont la justice criminalise ceux qui prétendent que Crépol est une histoire de racisme anti-blanc, quand on regarde la manière dont l'État a matraqué les gilets jaunes avant de les éborgner et a gazé les agriculteurs avant de les braquer au pistolet, on a l'impression que cette révolte des oubliés, elle est véritablement matée par le pouvoir et que ces oubliés ne sont pas juste oubliés, ils sont en permanence disqualifiés. Oui, vous avez 1000 fois raison. Et ces oubliés sont maltraités. Je parle de maltraitance de ces oubliés-là. Et effectivement, il y a une révolte sourde qui peine effectivement à émerger, sinon effectivement à travers des épisodes ponctuels comme les Gilets jaunes, comme les paysans, comme les policiers qui manifestent dans la rue pour réclamer la protection des citoyens. C'était il n'y a encore pas de si longtemps, avec une inversion des priorités, avec ces familles de victimes de la diversité qui aujourd'hui osent accuser l'État, je pense à Madame Comines, d'avoir tué effectivement par indifférence, d'avoir tué leurs proches, leur mari en l'occurrence pour Madame Comines, ou des enfants, etc. Donc vous voyez bien qu'il y a ici et là des mouvements de révolte qui me semblent être des signaux faibles, effectivement, d'une irritation qui pourrait être fédérée. Mais je remarque aussi que si nous sommes dans une sorte de période révolutionnaire qui a envie, qui veut sortir de ce système épouvantable, c'est une période révolutionnaire qui manque de révolutionnaires pour la question que vous avez dite, c'est-à-dire que vous avez toute une partie d'une société qui est victime du syndrome du chien battu, si j'avais à résumer d'un mot, et qui n'ose plus, à la limite, sortir ou même exprimer la moindre indignation de peur d'être sans doute catalogué de fasciste, d'extrême droite, ou qui sait dès à présent qu'elle ne sera pas entendue. Et ce que l'on voit d'ailleurs à travers les municipales avec ce fort taux d'abstention montre que cette société des oubliés ne joue plus le jeu démocratique. Donc c'est pour ça que j'attends, et en même temps je veux être optimiste, parce que sinon ce serait désespérant. Comme je vois malgré tout qu'à travers cette société civile, il y a beaucoup à travers les sondages, ne serait-ce que les sondages, quand vous voyez que, par exemple, les 3/4 des Français dans les sondages disent que la démocratie ne joue plus son rôle, que 10% simplement des Français soutiennent les partis politiques, que 20% des Français soutiennent les députés, vous voyez bien qu'il y a une expression d'une volonté de sortir de ce système. Il y a un appétit d'antisystème que l'on a vu d'ailleurs apparaître lors de ces élections avec les bons scores, alors naturellement inquiétants de la France insoumise, mais plus rassurants du Rassemblement national. Donc c'est en fonction de ces réalités-là et en fonction du fait que il me semble que les élites sont maintenant totalement déconnectées et ne voient pas quelles erreurs elles ont commises depuis 50 ans, et qu'en tout cas ce ne seront pas elles qui les corrigeront, et qu'il faut donc sortir de ce système. Et pour sortir de ce système, il faut un sursaut démocratique qui ne peut être donné que par cette société oubliée, cette société silencieuse, qui a encore les idées claires, qui est encore imprégnée de bon sens, et qui pourrait, pourvu qu'on lui en donne les moyens et qu'on la rassure, et qui pourrait effectivement balayer ce monde qui, de mon point de vue, ne tient plus qu'à un fil. Il ne tient que par les intimidations, les violences et les insultes portées à cette société dite populiste qui est simplement la France profonde, cette France qui ne veut pas disparaître. Donc c'est pour ça que je m'applique, mais j'entends naturellement toutes les réserves qui peuvent être faites à cette France qui, pour l'instant, reste aussi majoritairement pantouflarde. Moi, j'avais applaudi aux Gilets jaunes, j'avais soutenu les premiers Gilets jaunes, et j'avais été désarçonné de voir avec quelle précipitation cette même France des Gaulois s'était précipité pour prendre ses pantoufles et s'abriter derrière ces masques sanitaires quand, à travers la crise du Covid, on lui avait fait croire que l'hygiénisme d'État obligeait à obéir à des considérations, à des impératifs complètement absurdes. Et les Français se sont rangés à cela. Donc j'ai effectivement été ébranlé par leur docilité, alors que j'avais été admiratif devant leur réactivité de naguère. Oui. Vous êtes en accord, je crois, avec Xavier Van Liert, qui a dû partager les mêmes sentiments, j'ai l'impression, non ? Absolument. Je pense toutefois que les deux phénomènes sont liés. C'est aussi parce que les Gilets jaunes avaient été très largement quand même brimés.
je pense que leurs réserves les réserves de révolte et de sédition avaient été épuisées pour un bon moment. En tout cas, c'est ce que j'ai pu constater localement dans le Vaucluse. Il y avait une forme de prudence chez les anciens Gilets jaunes qui étaient restés, et je parle ici des premiers Gilets jaunes, ou ceux qu'on appelle les Gilets jaunes des champs, pour les opposer aux Gilets jaunes des villes, qui ont plutôt pris le dessus dans la seconde phase, à cause, à mon sens, de cette erreur stratégique qui était de se rendre à Paris, ce qui a facilité, d'une part, leur cassage de gueule, d'autre part, la prise de contrôle de l'extrême gauche, alors que, plus localement, c'était resté vraiment plutôt un mouvement populiste, poujadiste, certes désordonné et gaulois, mais très sain. Mais en revanche, ils se souvenaient quand même très largement de ce qu'ils ont pris dans la figure, et donc, tout en étant eux aussi extrêmement exaspérés, parce que c'était des gens qui étaient du côté de la liberté d'entreprendre, mais toutes les libertés en réalité, ils étaient devenus d'une très grande prudence, parce qu'ils savaient ce qu'il en coûte, et puis ce sont des gens qui travaillent. Je pense que on oublie ça, les premiers Gilets jaunes, en réalité, ont aussi été contraints par le fait que quand on est entrepreneur, eh bien, c'est plus compliqué de manifester en continu. Et que c'était une des raisons pour lesquelles ça s'est éteint. Et que pendant la période du Covid, eh bien, ils étaient essentiellement soucieux, je pense, de sauver leurs entreprises, leur emploi et leurs familles, et un peu désarçonnés, probablement, enfin un peu désespérés, de voir que ça n'avait pas débouché. Sinon, je pense que ça ne serait pas passé de la même façon, sincèrement. Oui, mais je suis d'accord avec vous. En effet, moi, j'avais été très admiratif de cette réactivité des premiers Gilets jaunes que j'avais suivis tous les samedis à Paris même, parce que même si c'était des Gilets jaunes de province, ils montaient à Paris pour essayer d'ébranler effectivement la quiétude des Parisiens, qui d'ailleurs ne se sont jamais rangés à cette manifestation. C'est là où on voit d'ailleurs que le potentiel révolutionnaire n'est plus un potentiel révolutionnaire parisien, mais un potentiel révolutionnaire girondin, décentralisé, provincial, dans le fond, et ce qui est un des bouleversements, me semble-t-il, qui pourrait apparaître, parce que dans cette révolution que je décris, c'est une révolution qui est très largement portée par ce qu'on appelle la France périphérique, la France rurale, la France des oubliés. Ce n'est plus la France des métropoles Exactement, oui, parce que ce n'est pas que Paris. Avant de laisser la parole à Arthur de Vatrigan, mais ce n'est pas que Paris. C'est l'ensemble des grandes villes qui sont devenues des villes très bourgeoises, très bobos, finalement, très macrono-socialistes. C'est la différence que nous propose de faire, la grille de lecture que nous propose de faire Christophe Guilluy entre les métropoles et la France de la périphérie. La France et qui sont repoussées. Les métropoles sont devenues des métropoles déracinées, et la France périphérique est une France enracinée. J'oppose les déracinés et les enracinés comme grille de lecture commode, et effectivement, on arrive à comprendre davantage quels sont les grands soubresauts historiques à travers le rapprochement, par exemple, entre les métropoles et les banlieues d'immigration, et qui trouvent là une exploitation facile d'une manœuvre docile, et puis la France des déracinés, cette France enracinée, cette France oubliée, qui est une France majoritaire sociologiquement, cette France française, ou rejoint par des étrangers qui ont accepté de se fondre dans la société française, représente 70% de la sociologie. Or, c'est une France qui n'apparaît plus du tout dans les discours politiques. On n'y parle que de la France de la diversité, qui serait amenée, au nom d'une tyrannie des minorités, à imposer ses normes, sa culture, ses lois, sa religion. Et donc, c'est pour réparer cette injustice que je me mets comme porte-parole de cette France majoritaire, de cette France française, de cette France des Français de souche, mais il n'y a pas que des Français de souche, il y a des Français de cœur, qui veut garder la pérennité de la culture française, et qui, pour cela, est traité de fasciste ou d'extrême droite, quoi. Voire de nazis maintenant. Ou de nazis. Parce que depuis la dernière campagne municipale, on a monté un échelon. On a upgradé. Bientôt ultra-nazi, rassurez-vous. Xavier, peut-être en un mot, et ensuite la parole à Arthur qui la demande. Oui, je suis tout à fait d'accord sur le diagnostic entre la France des métropoles et la France dite périphérique, en fait, la France des petites villes et des provinces. Les dernières élections municipales, le premier tour en tout cas, confirment ce diagnostic. Je suis un petit peu plus réservé sur l'opposition. J'aimerais bien pouvoir opposer les déracinés des métropoles aux enracinés des campagnes, mais je pense toutefois qu'il faut y rajouter une troisième catégorie, moins réjouissante, ce sont les déplacés. D'ailleurs, je pense que les plus gros scores du RN
ne viennent pas de gens enracinés dans les campagnes, mais plutôt de gens qui ont été chassés à la fois des banlieues et des grandes métropoles par l'augmentation délirante des prix de l'immobilier et la connexion de ces grandes métropoles à un réseau quand même de mondialisé de métropoles qui est branché sur d'autres réalités, et chassés des faubourgs, des banlieues, des quartiers populaires des métropoles par l'immigration arabo-musulmane. Et je pense qu'il ne faut pas oublier cette catégorie-là. Non, mais les déplacés. Les déplacés, car il y a déjà des déplacés. Les On déplacés parle sont... beaucoup de déplacés du Liban, il y a aussi des déplacés en France. Oui, vous avez parfaitement raison. Vous avez beaucoup de cette France périphérique, qui est une France qui était avant une France banlieusarde, mais ces déplacés sont des enracinés dans la mesure où ils se reconnaissent précisément dans une continuité historique. C'est en cela que je parle d'enracinés, c'est-à-dire qu'ils se reconnaissent dans les racines françaises, tout simplement. C'est en cela que j'employais le mot d'enracinés. Les enracinés ne sont pas ceux qui n'ont pas bougé de leur lieu depuis 10 générations, bien sûr, parce que de toute façon, ça n'existe plus. Ça n'existe plus, oui. Et donc, je parle de ces Français, quand je parle des Français enracinés, je parle de ces Français qui sont attachés à la culture française et à la préservation de la culture française, et qui, en fond, ce sont ces Français qui ne veulent pas que la France meure, tout simplement. Et hors de dire cette évidence, n'en est plus une à partir du moment où vous avez maintenant une France qui a été conceptualisée notamment par Jean-Luc Mélenchon, mais aussi par Emmanuel Macron, qui est une France diversitaire, une France multiculturelle, une France métissée, une France créolisée, et en fait, au bout du compte, une France islamisée qui recueille l'assentiment d'une grande partie de l'intelligentsia et de la gauche et du macronisme réuni, c'est-à-dire de la gauche et de la gauche. Le macronisme étant effectivement une partie de ce qu'était le Parti socialiste. Donc c'est en cela que je parle d'enracinés. Mais oui, je vous suis bien entendu. Il y a beaucoup de ces enracinés qui ont dû fuir ce qui a été à un moment donné leur racine. C'est ce que Fourquet avait appelé le vote TGV pour les plus aisés, et ce qu'on a appelé aussi en bon français le white flight, c'est-à-dire la fuite des Blancs, littéralement, les Blancs qui quittaient les banlieues et qui sont réfugiés en périphérie, puis maintenant à la campagne, et qui se sentent de plus en plus acculés. Et qui forment maintenant, qui forment au moins deux France. Tout le monde parle maintenant de ces France qui sont face à face, mais c'est une réalité. J'avais fait un livre il y a maintenant 15 ans, ou 10-15 ans, qui s'appelait « La guerre civile qui vient », où j'observais effectivement les tensions identitaires culturelles qui commençaient à apparaître entre cette France dite populaire, qui est la France des cités, qui pour partie est une France très largement maintenant islamisée, en tout cas musulmane, et puis effectivement, et soutenue par la France insoumise elle-même, c'est-à-dire par des Français à prénom français, et puis cette autre France française qui elle, est de plus en plus sur la défensive. Et cette France de la gauche, vous disiez des prénoms français, qui est très bourgeoise aussi. Et très bourgeoise, absolument. C'est une gauche, petit bourgeoise, en tout cas, je ne sais pas si les bourgeois, mais petit bourgeois, c'est une France très parisienne. Ouais. Cette France de LFI arrive à vivre dans des appartements à 10 000 € le mètre carré. Donc, effectivement, c'est... Et même parmi les assassins de Quentin Durand qu'on avait vu, il y en a qui étaient des enfants de fils de producteurs de cinéma, qui avaient une riche vie culturelle lyonnaise. Dans les Antifa, où il y avait les petits-fils de Bernanos, vous savez. Oui, absolument. C'est vrai, quelle horreur. Arthur de Vatrigan. Est-ce qu'on n'a pas une vision un peu idyllique, parfois romantique, de cette France dite des oubliés, de la France périphérique? J'ai quand même, vous avez dit vous avez été déçu par le réflexe un peu pantouflard. Je n'ai pas le sentiment qu'ils soient moins égoïstes que les autres, moins américanisés que les autres, moins racaillisés que les autres quand on voit la nouvelle génération. Est-ce qu'on ne se fait pas une image un peu trop romantique de cette France? C'est possible. C'est en effet un argument tout à fait valable. Moi, je ne veux voir chez eux que le potentiel de rébellion qui existe, car, encore une fois, j'observe dans les réactions d'exaspération qu'il y a quand même ce sentiment d'injustice qui les parcourt. Mais en effet, la mondialisation, l'américanisation, le consumérisme ne les a pas épargnés. C'est une affaire évidente. Alors, et peut-être, en effet, sera-ce l'écueil qui fera que ce que j'appelle de mes voeux d'une révolte populaire, d'une révolution populiste, n'aura pas lieu. J'examine cette hypothèse dans mon livre. Je ne suis pas du tout aveugle sur les défauts ou sur les faiblesses, effectivement, de cette France oubliée-là, qui est une France qui peut-être a perdu le goût de vivre et qui n'a plus envie de se défendre. Mais je fais le pari, encore une fois,
ne serait-ce qu'à travers ce que l'on voit d'autres sociétés comme la société britannique, où on a vu que très récemment, les Anglais sont descendus massivement dans la rue. Alors, les Anglais ne sont pas les Français, j'entends, mais enfin, ils subissent les mêmes phénomènes. Ils sont descendus très massivement dans la rue à Londres pour dénoncer une immigration de peuplement qui commençait à mettre en péril leur propre cohésion nationale. Je veux imaginer que les Français pourraient par exemple, se retrouver devant de telles manifestations de masse, en observant que pour l'instant, ça n'a pas lieu, j'en suis bien d'accord, mais j'observe aussi que, malgré tout, le monde politique n'est pas à la hauteur. C'est-à-dire que, quand je vous disais tout à l'heure que dans les sondages, c'était un sondage IFOP qui montrait que 10% des Français seulement faisaient confiance aux partis politiques, on se rend compte que ce sont encore les partis politiques qui dominent la vie politique en disant aux uns et aux autres de s'allier ou de ne pas s'allier. Et donc, il est parfaitement irritant et superficiel que d'avoir à les suivre. Et j'attendrai qu'il y ait une personnalité je propose dans mon livre de créer le parti du peuple, c'est-à-dire de créer ce parti qui pourrait fédérer les quelques colères disséminées qui existent malgré tout et qui pourraient passer outre ce que vous décrivez, Arthur, qui est exact, de cet aquabonisme, de ce défaitisme qui existe aussi dans une société déprimée. Mais je comprends parfaitement, effectivement, que cette société puisse être déprimée avec ce syndrome de Bartleby. Vous savez, c'était le livre de Melville. Je préférerais ne pas. Oui, je préfère ne rien faire. I would prefer not to. Et donc, il y a aussi ça dans la société française. Oui, bien sûr, nous sommes une société malade. C'est une société qui doute d'elle-même. Et c'est une société qui manque pour l'instant de leaders qui pourraient galvaniser la foule. J'ai bien aimé, par exemple, la manière dont Boualem Sansal représente pour moi effectivement ce qu'est maintenant le courage d'un intellectuel quand il décide, c'était une anecdote qui a eu lieu ce week-end, quand il décide de quitter Gallimard, qui l'a trahi pour aller vers Hachette et le groupe Bolloré, en disant que lui ne renoncerait pas à résister notamment à l'islamisme et à la rhinocérite de toute cette classe intellectuelle qui ne voit rien du danger. Eh bien, ce sont des personnalités comme ça, des personnalités de rupture qui peuvent galvaniser une société pour l'instant endormie. Et on n'est pas obligé d'avoir à attendre d'un homme politique, j'attends pas grand-chose d'un homme politique qu'il fasse la même chose, donc j'attends plutôt ça d'une société civile, de quelqu'un qui pourrait émerger. Pourquoi pas Boualem Sansal ou d'autres, ou plusieurs autres. Avant de donner la parole à Jean-Yves Le Gallou, que pensez-vous des actions ou des activités de quelqu'un comme Alexandre Jardin, qui justement essaye de... C'est très intéressant. J'en parle dans mon livre, effectivement. L'espoir qu'il a de fédérer à travers l'Internet, c'est ce nouvel outil de communication qui est en train de fédérer toutes les opinions et qui est en train de détrôner le quatrième pouvoir médiatique pour devenir lui-même ce pouvoir numérique, ce quatrième pouvoir numérique. Et je trouve intéressant de voir que des personnalités comme Jardin essayent de fédérer les colères à travers, effectivement, cet Internet qui devient la bête noire, d'ailleurs, du pouvoir politique, puisqu'il veut à tout prix l'interdire, le mettre sous contrôle. Et donc, il y a là un potentiel. C'est pour ça que quand je parle de révolution, je parle de cette révolution du bon sens et de cette révolution numérique qui permet aujourd'hui à toute cette société oubliée de se fédérer et d'exposer des idées qui peuvent émerger dans le débat public et qui émergent dans le débat public, parce que maintenant, vous vous rendez compte que l'Internet, à travers les vidéos notamment, oblige les télévisions, ne serait-ce qu'elles, à se colter au réel, à un réel qu'elles ne voulaient pas voir jusqu'à présent. Donc déjà, maintenant, à travers le traitement de l'information... Pratiquement, même, c'est presque l'inverse désormais. C'est-à-dire que beaucoup d'éditorialistes, beaucoup de journalistes font leur sommaire en fonction des grandes tendances de comptes comme Twitter. Ma source d'information principale aujourd'hui, c'est Twitter. Ce n'est plus les journaux, enfin en tout cas les journaux mainstream. Ma source d'information, c'est Twitter. Ce sont les médias alternatifs comme vous êtes et les médias. Encore une fois, c'est pour ça que je soutiens que le quatrième pouvoir aujourd'hui a été perdu de la part des médias à cause des médias qui trop souvent ont été connivents avec le pouvoir, ont simplement cherché à colporter la pensée commune, le discours officiel, et à être du côté du manche. Moi, je ne supporte pas d'être du côté du manche, en tout cas. Jean-Yves Le Gallou, qui n'est pas trop non plus du côté du manche. Non, mais on peut effectivement penser qu'il y a un potentiel formidable de ce côté-là, si on regarde en 10 ans comment les choses ont évolué. C'est-à-dire l'apparition d'Internet, en gros, c'est 2000-2002.
Bon, de 2002 à 2015, ça a beaucoup... Grand champ de liberté, c'est le Far West. Oui. De 2015 à 2025, extension quand même des médias alternatifs, des médias hors système ou demi-hors système. Et si la tendance se prolonge, en 2035, il y aura vraiment un bouleversement. Reste à savoir s'il sera encore temps, puisque ce qui joue contre nous, c'est quand même la démographie. Et quand on parle du potentiel de révolte ou de rébellion des Français, je pense que le principal handicap, c'est la démographie, puisqu'il y a des classes d'âge blanches âgées et des classes d'âge jeunes de moins en moins blanches. Et donc ça, c'est quand même extrêmement préoccupant. Ce qui est, je pense, plutôt rassurant, c'est que dans les jeunes classes blanches, il y a une prise de conscience qu'il n'y avait pas il y a 10 ans ou 15 ans. Hein, voilà. oui. Mais qui prend du temps à Mais à je suis d'accord fermenter, avec vous, voilà. mais je pense que si 2035, ce sera trop tard. Je pense que l'urgence est telle aujourd'hui que c'est tout de suite, c'est maintenant qu'il faut réagir si l'on veut éviter effectivement le grand chamboulement, le grand basculement. Moi, regardez ce qui se passe à Roubaix, par exemple, qui était une ville de droite il n'y a encore pas si longtemps et qui va basculer dans une ville de LFI, mais sous couverture LFI, en fait, une ville islamiste. Et Saint-Denis. La ville des rois qui est devenue la ville des noirs, comme ils disent. La ville des noirs, on a entendu ça ce matin, c'est ahurissant. Et donc... Charles Martel doit se retour. J'ai vu la tombe de Charles Martel il y a quelques mois avec mes petits-enfants. C'est terrible quand on voit l'environnement. Ouais, c'est terrible. Renaud Camus a sorti alors. Oui, non, je maîtrise l'antenne, je vous interdis de reprendre le... C'est une citation que nous condamnons fermement, voilà. Mais il a parlé de Saint-Denis qui est devenu la négropole des rois. Oui, j'ai vu ça. Je condamne le propos. Je condamne aussi. J'ai vu ça passer. Ce qui est intéressant, c'est qu'à Roubaix, 47% de ceux qui ont voté LFI, enfin plutôt à Roubaix, 47% des gens vivent en quartier prioritaire de la ville. Autrement dit, sous prétexte d'avoir une politique de la ville, sous prétexte d'avoir des politiques adaptées au quartier, on a en fait fabriqué un électorat d'extrême gauche qui sait exactement comment les subventions tombent et comment faire en sorte que ces subventions continuent à tomber. Oui, mais vous avez raison, mais c'est une des raisons de l'irritation de cette France oubliée, c'est que cette France mondialiste a été conduite sous prétexte d'une préférence étrangère pour essayer de ne pas avoir à subir les foudres de l'idéologie antiraciste, des accusations en xénophobie, en islamophobie. Et toute cette contre-société est une société qui a été très largement subventionnée et prioritaire dans les politiques de la ville. Ne serait-ce que les politiques de la ville, des milliards ont été déversés sur cette politique de la ville. Et pour des résultats qui sont plus que troublants, puisque malgré tout, cette contre-société s'est installée au cœur même de cette politique de la ville, avec une quérulence dans les propos, avec aujourd'hui, avec une société, une contre-société qui ne se reconnaît plus française, alors qu'elle a la nationalité française pour une partie d'entre elles. Et donc, c'est cette aberration idéologique, ce choix idéologique d'une préférence immigrée, d'une préférence étrangère, au lieu d'une criminalisation de la préférence nationale qui est insupportable à entendre, parce que quand vous criminalisez la préférence nationale, vous criminalisez dans le fond, et quand vous dites du populisme, comme l'a fait Macron, que c'est un mal à abattre, un adversaire à abattre, eh bien vous criminalisez toute une partie d'un peuple, et ce peuple-là, c'est le peuple indigène, c'est le peuple enraciné, et c'est le peuple que je veux défendre. Alors d'ailleurs, vous parlez de peuples déracinés contre les enracinés, mais on a d'un côté les bobos qui sont des déracinés, qui sont des mondialistes, des cosmopolites, qui vivent de la même manière entre Hong Kong, Dubaï et je ne sais où. Mais on a aussi des déracinés qui étaient des immigrés, mais qui, eux, se réenracinent. Et ils se réenracinent chez nous. Et c'est un peu ça le problème. C'est-à-dire qu'eux font... Ils se réenracinent dans leurs racines originales, vous voulez dire. Oui, c'est ça. Donc il reste malgré tout déracinés. Il reste pour l'instant des déracinés, mais il pourrait effectivement s'enraciner, si on avait à reprendre, de s'enraciner dans une balkanisation. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe. Le risque aujourd'hui de la France, effectivement, c'est de connaître
ce qui se passe au Liban depuis maintenant quelques années, c'est-à-dire une libanisation, une balkanisation. J'ai eu la chance d'avoir comme ami Jean Raspail qui très souvent me disait que la France de demain serait une France qui serait éclatée en petits isolats. Ça peut effectivement être ce qui va advenir si rien n'est fait pour mettre un terme à cette immigration folle. Parce que tout ceci, dans le fond, nous parlons là d'un grand remplacement qui advient, qui est revendiqué par Jean-Luc Mélenchon, qui est nié par le discours officiel, bobos, par les bobos. Et au-delà des bobos, nié puisqu'il est même nié par Marine Le Pen. Qui est nié par Marine Le Pen, on se demande bien là, pourquoi. c'est un peu ce que vous appelez la révolution des œillères, avec jeu de mots fantastique d'ailleurs, avec la révolution des œillets, évidemment. Oui, j'avais proposé la révolution des œillères, j'avais proposé ça en 2013, je crois, parce que j'observais que les idéologies s'effondraient sous le poids des réalités et qu'il fallait quitter ces œillères. Et d'ailleurs, j'ai vu que dans la réélection de Donald Trump, lui-même a pris comme concept la révolution du bon sens. Donc cette révolution du bon sens, cette révolution des œillères, est une révolution qui me paraît très intéressante à suivre parce qu'elle oblige aujourd'hui à admettre que toutes ces idéologies en isme se sont trompées, se sont fourvoyées et que depuis 50 ans, ceux qui nous dirigent ont mis la France dans cet état épouvantable qui est celui que l'on connaît aujourd'hui, dans son insécurité, dans sa désindustrialisation, dans la manière qu'elle a de s'être vidée de son âme comme on viderait un corps de son sang. C'est ça ce qui arrive aujourd'hui. C'est une vampirisation. C'est une vampirisation et donc il y a là maintenant une urgence. J'ai dû dire avant la dernière élection présidentielle qu'il était minuit moins 5, je pense que là, il est minuit un quart quand même. Minuit moins 1 ou minuit, ou en tout cas, je ne vois pas, si rien n'est fait dans ces prochaines années, c'est-à-dire s'il n'y a pas ce sursaut populaire qui mettra à bas ce monde épouvantable, ce système qui ne fonctionne plus, je crois qu'on aura perdu la partie. Alors, avant de passer peut-être à quelques motifs d'espoir, redonnons la parole à Xavier Van Lierde. J'attends pas de grands motifs d'espoir de lui, mais juste après, on en parle. Notre conversation tourne autour des dynamiques démographiques et leur traduction électorale, ce qui est bien naturel après le premier tour que nous venons de vivre, puisque l'un des grands enseignements, c'est précisément que désormais, les dynamiques démographiques se traduisent en dynamique électorale, mais probablement peut-être aussi parce que nous ne combattons pas tout à fait à armes égales. C'est-à-dire que du côté de la France insoumise, on offre à ce nouvel électorat, dit de la Nouvelle-France, un horizon désirable, galvanisateur, une sorte de mythe fédérateur qui est celui de la créolisation, alors que la même réalité en face ne peut pas être décrite, puisque, comme chacun le sait, le grand remplacement ne peut pas être utilisé comme mythe mobilisateur, enfin comme même pour décrire la réalité, puisque ce serait une théorie conspirationniste d'extrême droite, etc. Les uns peuvent donc être mobilisés, galvanisés, les autres sont contraints de ne pas voir la réalité en face. Bon, toujours est-il que, puisque l'enjeu est principalement démographique, je voudrais vous poser cette question, Yvan Rioufol, que pensez-vous du concept de remigration ou de nécessité d'inverser les flux migratoires, au-delà de la prise de conscience à laquelle vous appelez ? Oui, ben, à un moment donné, il va falloir effectivement poser la question de savoir s'il ne faut pas d'abord réformer le droit du sol et l'accès à la nationalité, parce que dans les faits, vous voyez que vous avez des Français qui ne se reconnaissent plus français. Et à partir du moment où vous avez des Français qui ne se reconnaissent plus français, on peut également se poser la question très légitime de savoir s'il ne faudrait pas les rapatrier. Moi, je n'aime pas beaucoup le mot de remigration, je préfère le mot de rapatriement, parce que dans le fond, si leur patrie n'est pas la France, leur patrie sera dans leur pays d'origine, et pourquoi pas aller les rejoindre. Et donc, ce concept-là de rapatriement ne me choque pas du tout. Il faut naturellement... D'abord, il ne me choque pas parce que nous avons connu également... la France a connu exactement ce même type de rapatriement avec les Français d'Algérie. Donc, nous serions en droit de rendre la monnaie de la pièce. Et naturellement, il faut le faire avec bon escient. Il ne faut pas mimer la brutalité qui avait été celle du régime algérien vis-à-vis des Français, des pieds noirs de l'époque et des harkis, bien sûr. Mais moi, je ne suis pas choqué de la manière que pourrait avoir un pouvoir de constater qu'il y a dans le défaut d'intégration, dans le refus d'intégration, matière pour les délinquants en tout cas, et pour ceux qui refusent de s'assimiler, ou enfin de se reconnaître dans une société au point de la haïr, d'aller rejoindre une société davantage islamique ou davantage appliquant la charia, puisque en général, c'est pour ces genres de motifs que
que l'on parle de remigration. Et donc, oui, et encore une fois, je pense qu'il faudrait d'abord poser la question de savoir quelles sont les conditions d'un accès à la nationalité, en remettant en cause le droit du sol, en imposant peut-être le droit de la volonté, le jus voluntatis, c'est-à-dire que est français celui qui désire ardemment être français, car on voit bien qu'aujourd'hui, cette nationalité donnée quasi automatiquement, c'est pas tout à fait le cas, mais quasi automatiquement, est vue parfois comme une violence identitaire par des Français qui, encore une fois, ne se reconnaissent pas comme étant français. Il faut prendre en considération. Et chez certains des néo-arrivants, c'est plutôt une ardente volonté d'avoir des aides sociales ou... Et plutôt que la carte d'identité, c'est plutôt la carte vitale, on est bien d'accord. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous consacrer encore quelques minutes ou il faut qu'on vous libère ? C'est combien de minutes ? 5 ? Alors, rapidement. rapidement. Alors, on a quelques messages d'auditeurs quand même qu'on voudrait vous lire. Ah oui, Alexandre Jardin. Excusez-moi, j'étais en train de regarder les accords LFI, Il y a une bonne nouvelle, LFI, PS, etc. Alexandre Jardin est un descendant direct, je connais cette famille, de cette lâche et traître fausse droite qui a abandonné le peuple français qu'elle méprise et envoie de temps en temps un trublion pour récupérer des votes qui sinon iraient au RN. Un avis pondéré. Je ne sais pas, je n'ai pas... Écoutez, je ne veux pas écorcher ceux qui font l'effort, en tout cas, d'essayer de fédérer les colères françaises. Voilà. Et un autre dit, Monsieur Rioufol, qu'on aurait assurément qualifié d'honnête homme à l'époque où l'on savait parler français. Je voudrais poser cette question. Ne pensez-vous pas que l'on devrait systématiquement, quand on parle du PS, du PC, des Républicains et des autres, ne devrait-on pas dire fausse droite et fausse gauche ? Oui, bah, bien sûr, je le dis bien volontiers. Oui. Effectivement, la droite c'est les Républicains se sont déshonorés. Les Républicains, d'ailleurs, on voit bien, ils ne sont plus que résiduels aujourd'hui dans leurs appels encore à faire des barrages au Rassemblement national ou à Sarraknaf ou à Paris. On voit bien que les Républicains ne comprennent rien à rien. J'ai vu quelques espoirs porté sur Bruno Retailleau, mais je vois malheureusement, je suis obligé de remarquer qu'il n'a pas l'envergure d'un homme politique pour imposer une rupture précisément avec tous ces impératifs idéologiques qui viennent de la gauche, qui elle-même ne se gêne pas pour faire des alliances encore la semaine prochaine avec LFI, c'est-à-dire avec un parti qui promeut l'islamisation de la France. Alors c'est justement, ça fait partie des petits motifs d'espoir que me montrait Richard de Sèze il y a quelques minutes. Avant donc de vous libérer, une question et puis cette remarque. D'abord, croyez-vous vraiment possible la révolution non violente que vous appelez de vos voeux ? Et deuxième point, on vient de voir là qu'à Reims, les listes LR et RN vont fusionner pour faire barrage à la gauche. Est-ce que ça peut faire partie de ces motifs d'espoir qui contreviennent un peu à l'attitude des Retailleau, Wauquiez et autres? Mais bien sûr, pour ça, je fais confiance encore une fois, au bon sens des Français. Ce sont les Français eux-mêmes qui doivent suppléer, qui doivent pallier les incapacités à réfléchir des partis politiques. Encore une fois, les partis politiques sont devenus une plaie dans leur posture mondaine, si je puis dire, qui empêche les Français d'avoir à s'exprimer. Donc oui, ça fait partie des motifs d'espoir. Mais encore une fois, je ne suis pas béat d'optimisme non plus. Justement, la révolution non violente ? La révolution non violente, j'y aspire. Je ne veux pas d'une révolution. Vous y croyez ? C'est une révolution. J'appelle à une révolution démocratique, une révolution par les urnes. C'est-à-dire que les gens se mobilisent pour faire valdinguer, pour obliger effectivement tout ce système, toutes ces élites à céder la place à d'autres élites. Je ne remets pas en cause du tout les élites, mais il faut d'autres élites qui soient davantage ancrées et en phase et en résonance avec le peuple. Eh bien, écoutez, sur ces propos de bon sens et révolutionnaires de fait, merci beaucoup Yvan Rioufol. Donc, vous venez de publier La Révolution des oubliés dans la collection Pensée libre chez Fayard. Et écoutez, merci beaucoup d'être venu à l'antenne de Radio Courtoisie et j'espère à très bientôt et à demain pour votre chronique. Et j'appelle Fayard pour qu'il envoie tout de suite un livre à Arthur de Vatrigan, parce que c'est pas possible. Ça marche. Merci beaucoup. Merci à vous.